Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la plateforme Raphaël. Merci de votre fidélité. Un nouveau webinaire, cette fois-ci consacré au traitement. Nous avons couvert, grâce à l'équipe Raphaël, aux intervenants, aux patients partenaires, aux spécialistes de différents domaines. Il était temps de consacrer une bonne heure au traitement, aux thérapies, aux études qui sont en cours, avec le regard toujours attentif d'un patient ou d'une patiente partenaire, en plus de vos interventions durant cette heure qui va suivre. Donc aujourd'hui, nous avons collectivement le bonheur d'accueillir le patient partenaire que nous allons présenter dans quelques secondes. Vous connaissez Maïsam Némé qui va modérer et puis également nous aider à répondre à vos questions. Et puis nous avons la chance d'avoir la professeure Salomon qui est avec nous de France et que je laisserai aussi se présenter, ou Maïsam, si tu as la gentillesse de refaire un petit tour de table. Vous voyez actuellement 4 personnes, si tout va bien. Il y a toute l'équipe Raphaël derrière qui prépare ces événements, qui répondent ou qui postent les réponses aux questions que vous posez. Et pour ceci, vous savez que vous avez toujours la possibilité d'utiliser le chat, les questions sur ce rendez-vous du webinaire durant 1 heure. Et durant 1 heure, nous allons faire le maximum pour vous répondre. Mais comme vous le savez, pour ceux qui participent, l'ensemble des questions qui n'ont pas été adressées durant cette heure seront postées avec des éléments de réponse le plus rapidement possible et grâce aux équipes de Raphaël. Raphaël a commencé au HUG. Aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine d'institutions qui sont partenaires, pas des moindres, le CHUV, l'Université de Lausanne, Unisanté, des hôpitaux de Suisse romande, des universités, des associations, notamment l'association Covid-Long. On remercie aussi de leur confiance, et puis d'autres sociétés. Donc, c'est aussi à tous ces partenaires qui témoignent de la crédibilité de Raphaël et donc du Covid-Long et de sa prise en charge que je m'adresse aujourd'hui et que je remercie. Voilà, je me réjouis de vous présenter une étude que nous avons démarrée à Genève. Et puis, Maïsam, je te laisse la parole pour présenter la suite du programme. Merci. Bonjour, merci professeur Guessous, merci à toutes et tous de participer aujourd'hui à ce webinaire. Il s'agit de notre 6e webinaire, donc on avance aussi dans les connaissances, dans un peu cette vision du post-Covid et du Covid long. Et après avoir beaucoup parlé sur la prévalence des symptômes aujourd'hui, on est content de pouvoir aussi parler sur les nouveautés ou les pistes qui restent des pistes pour les traitements. Sans trop m'attarder, donc j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Mathias Joaneda, patient suivi à la consultation post-Covid. Merci Monsieur Joaneda de votre participation aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Merci docteur et merci pour l'invitation également. Donc c'est un plaisir d'être ici aussi de partager les 2 années qui viennent de s'écouler, l'expérience acquise aussi au travers de ces 2 années. Donc, pour me présenter simplement, je m'appelle Mathias, j'ai 37 ans. Je travaille dans un cabinet de conseil. De base, je ne suis pas forcément un très grand sportif, peut-être plus bon vivant, mais rien de spécial à déclarer. J'ai contracté le Covid sur la première vague en mars 2020. Cela a été 2 semaines, très désagréables, mais rien de dramatique si on met en comparaison notamment avec des personnes qui ont pu être hospitalisées. J'étais loin de cette situation-là. Après ces 2 semaines que l'on pourrait appeler Covidées, sont arrivés les premiers symptômes post-Covid que de nombreuses personnes ont fait remonter à travers ces 2 dernières années, avec notamment les 2 symptômes les plus handicapants, qui sont cette fatigue et cet épuisement permanent, avec des hauts et des bas, mais qui demeurent en permanence, et également ces difficultés cognitives, ce brouillard cérébral,
cette difficulté que l'on peut avoir à réfléchir, à se concentrer, à mémoriser, comme on en avait l'habitude par le passé. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux, symptômes que j'appellerais handicapants qui impactent la vie au quotidien. Et je vais mettre en opposition des symptômes qui sont plutôt, gênants, dans le sens où représente une gêne, mais on peut faire avec. Par là, typiquement, les acouphènes, on peut avoir de la tachycardie, des vertiges, mais comparé à la fatigue, l'épuisement ou encore le brouillard cérébral, on s'en accommode assez facilement. Une autre difficulté au début, mais ça semble être du passé, c'était notamment la prise de conscience des difficultés rencontrées peut-être aussi d'une certaine manière dans le milieu médical avec son médecin généraliste qui ne prenait pas forcément au sérieux les feedbacks que l'on pouvait faire, mais on peut voir aujourd'hui que tout ça c'est du passé, heureusement. Et puis il faut aussi admettre que lorsque les HUG et l'équipe en place actuellement de la cellule post-Covid sont manifestés en janvier 2021. Maintenant, il y a un peu moins de 2 ans, avec un premier rendez-vous pour ma part, avec le docteur Némé. Ça a été un vrai, pas soulagement, mais le fait de pouvoir être écouté, pris au sérieux, a été vraiment un plus bénéfique. Ça redonnait d'une certaine manière de l'énergie. Maintenant, dans mon parcours, d'une certaine manière aussi, ma collaboration, parce que c'est vraiment un échange bilatéral en permanence avec les équipes des DHUG. J'ai eu l'opportunité de bénéficier de différentes rencontres avec différents praticiens, que ce soit un cardiologue pour faire des tests quant à la tachycardie et ensuite prendre un traitement adéquat. De la même manière, avec les vertiges, j'ai rencontré un ORL qui m'a confirmé via des évaluations qu'il y avait un déficit vestibulaire, qui m'a ensuite renvoyé vers une kinésithérapeute physiologiste vestibulaire qui m'a fait faire des exercices. Et aujourd'hui, les vertiges sont toujours présents, mais bien plus limités, bien moins gênants. J'ai pu rencontrer des neurologues, faire des tests également qui ont confirmé l'altération des capacités cognitives. On a essayé des médicaments, le modafinil, ce n'était pas forcément un succès, mais le fait même d'essayer était un point positif de ne pas baisser les bras. Depuis peu, sous l'égide du docteur Némé, j'essaye aussi la Ritaline. Ça donne un petit coup de boost sur certains symptômes de fatigue ou de concentration. C'est comme un bon café, mais ça ne change pas la donne dans l'absolu. Et puis, il y a eu toute une série de traitements qu'on pourrait dire non conventionnels. J'ai suivi par un physiothérapeute pour différentes sessions de différents mois. Ça n'a pas changé l'étendue des symptômes, mais ça apporte d'une certaine manière toujours ce soulagement, un peu d'apaisement. De la même manière, j'essaie depuis peu un traitement sous chambre hyperbare, donc oxygène 100% avec une atmosphère pressurisée pour voir les effets. Pour le moment, c'est encore trop récent pour dire si cela marche. Mais voilà, il y a des solutions potentiellement alternatives qui peuvent apporter un certain apaisement dans les symptômes. Il y a un autre élément, c'est les vitamines, les traitements de médecine douce. Je pense que toutes les personnes concernées ont vidé les étals de leurs pharmaciens, tout essayé et continuent à essayer. C'est important. Sur moi, ça n'a pas eu d'effet notoire. Potentiellement, sur certains d'entre vous, ça aura de plus grands effets. Bien entendu, toujours avec modération et parcimonie. Il y a eu un autre élément qui est prédominant sur ces 2 dernières années, c'était
la présence et pouvoir compter sur la famille, sur une conjointe, sur un entourage, des amis, des collègues qui sont à l'écoute et disponibles et qui comprennent, simplement. Et puis, pour faire un état des lieux, aujourd'hui, si je dois comparer avec il y a 2 ans, et puis le docteur Némé, que je rencontre fréquemment, pourra peut-être aussi témoigner, je pense que mon état dans l'absolu, ma situation est meilleure qu'il y a 2 ans, indéniablement, mais on reste encore très loin du compte. Voilà. Un autre conseil que je pourrais peut-être donner, partager, c'est faire preuve de patience, de philosophie d'une certaine manière, prendre le plus de recul possible. Et puis, voilà, puis on a la chance aujourd'hui de participer à ce webinaire. On voit que la science progresse, on voit que le sujet est pris au sérieux et puis qu'il ne peut y avoir que des choses positives qui arrivent dans les mois, potentiellement années à venir. Et un dernier petit mot pour conclure, c'est juste pour remercier une nouvelle fois l'équipe des HUG pour leur présence, leur disponibilité pendant ces 2 années. C'est vraiment un support qui n'a pas de prix, cette écoute, cette coopération, enfin cette disponibilité. Donc, une nouvelle fois, merci pour cela. Merci beaucoup, Monsieur Joaneda, et merci vraiment pour ce témoignage. C'est vrai que c'est très difficile de vivre avec un Covid long, on le voit. Ce que nous apprécions beaucoup chez vous et chez plusieurs patients aussi, c'est la recherche et cette autonomie de vouloir aussi chercher des réponses. Donc, comme en consultation, on discute tout le temps des avancées et des recherches. Je conseille toutes les patientes et tous les patients de toujours pouvoir en discuter avec leur médecin. Et c'est essentiel de pouvoir en discuter avec le médecin avant de se lancer dans un traitement ou un autre. Voilà, sans transition, je donne la parole à professeur Guessous, médecin-chef du service de médecine de premier recours et responsable de la consulte post-Covid. Merci infiniment. Et puis, effectivement, merci infiniment pour ce témoignage. Je le dis souvent durant ces webinaires, mais c'est le moment qui parle le plus aux personnes qui participent. Vous avez généré certainement beaucoup d'espoir et également de questions. Et puis, elles défilent déjà. Donc, de nouveau, vraiment, nous consacrons du temps aux patients, ce qui fait que nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre ce soir à toutes les questions, mais vous pouvez compter sur nous pour les poster le plus rapidement possible sur le site Raphaël, dans la foire aux questions-réponses qui sont liées à ce webinaire. Donc, de nouveau, désolé si on n'adresse pas toutes les questions. On doit prendre quelques minutes pour vous parler de ce qui est en train de faire. Alors, ça va faire écho un petit peu à votre témoignage, ça va faire écho aux questions qui sont en train d'être posées. Et puis, je vais commencer par vous parler d'une étude que nous conduisons au HUG aujourd'hui, puis dans différents centres en Suisse dès demain ou dans quelques jours, j'espère. Nous pourrions lancer la présentation. Je me demande si vous la voyez. Moi, je ne la vois pas. Mais elle apparaît par magie. C'est bon. Vous connaissez, hommes, femmes sont touchés par le Covid long. C'est un des personnages qui illustre Raphaël. Et je me permets de parler au nom de Raphaël, la plateforme. Bien sûr, ce sont les HUG aujourd'hui qui parlent. Mais vous savez que maintenant, nous sommes plusieurs institutions. Et je vais parler au nom de la plateforme Raphaël. Pour la situation, je vais rappeler quelques éléments et je vais prendre quelques minutes pour le faire. Des travaux qui sont conduits sur Genève et d'autres travaux à l'international, il est évident que des personnes gardent des séquelles après la phase aiguë. Et parmi ces personnes, une grande majorité, en fait, présente les mots que vous avez témoignés, qui sont la fatigue et ce brouillard cérébral, cette incapacité, vous l'avez très joliment dit, à faire ce que vous faisiez naturellement avant l'infection aiguë. Et donc, cette fatigue, ces troubles de concentration, ce sont des symptômes très fréquents parmi ceux qui présentent un Covid.
Alors, chaque jour, pour certains, ça va un peu mieux, mais malgré tout, il y a un impact sur la qualité de vie. Il y a un impact sur ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle à réaliser les tâches de tous les jours. Et c'est inquiétant pour les personnes, et puis c'est la raison pour laquelle on essaie d'aider, de trouver des solutions. Alors, la première solution dès 2020, c'est de créer une plateforme d'information, Raphaël, évidemment, mais bien sûr, aider avec du temps, de l'écoute, et ça c'est évidemment un prérequis assez évident, orienter les patients dans de la réhabilitation, reconditionnement, que ce soit physique, rééducation olfactive, mais on a quand même eu tous envie d'essayer de fournir des options thérapeutiques, comme pour les autres maux et pathologies en médecine, et pour ceci, il fallait conduire des études sur des pistes sérieuses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de traitement miracle. C'est vrai, comme il n'y a pas de traitement miracle pour d'autres maladies chroniques, toujours est-il pour Covid-19, actuellement, il n'y a pas une solution miracle. Beaucoup de pistes sur le chat qui sont évoquées, on répondra, mais rien qui nous permette, nous, médecins, de rédiger des recommandations en disant, pour la population en général, nous recommandons ou nous sommes confiants de prescrire ce médicament. Ça ne veut pas dire que vous, individuellement, ce médicament n'a pas d'effet, mais nous avons une responsabilité d'avoir un niveau d'évidence, de données, qui nous permettent de généraliser cette utilisation. Et aujourd'hui, on n'a aucune de ces options qui permettent de le faire. L'hypothèse, 3 hypothèses. Le Covid-19, c'est un état inflammatoire qui persiste. C'est éventuellement une dérégulation du système qui nous défend en général, le système immunitaire. Et puis, c'est possiblement la persistance, pas du virus lui-même, mais de particules virales. Et puis, ces 3 options, elles sont tout aussi valides l'une que l'autre. Nous, dans l'étude, nous pensons à une piste en particulier qui est l'état inflammatoire persistant. D'autres études, et la professeure Salmon va évidemment évoquer ces études, investiguent d'autres axes. Et aujourd'hui, je vous parle d'une étude qui concerne l'état inflammatoire en majorité, mais évidemment que d'autres pistes sont en cours d'investigation dans le monde. En fait, nous conduisons au HUG grâce à Geneuro, qui est une entreprise genevoise, suisse, qui a travaillé depuis des années sur une molécule, et je vais en parler, sur une protéine, un anticorps. Dans cette union entre l'entreprise privée Geneuro et puis les hôpitaux universitaires Genève, il y a l'équipe que j'ai la chance de diriger. Nous avons mis en place un essai clinique, une étude, où nous allons comparer de façon sérieuse un groupe de personnes avec Covid long qui souffrent de fatigue et de troubles de la concentration, qui présentent une certaine protéine de l'encens. On va les comparer lorsqu'on les traite avec un anticorps monoclonal avec un groupe qui va recevoir un placebo. Et ceci, c'est la meilleure façon d'asseoir une réponse sur l'efficacité d'un traitement. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de l'investissement, mais c'est ce que la population générale doit attendre de scientifiques, c'est conduire des essais cliniques. La molécule qui a été depuis plusieurs années développée par Geneuro, c'est un anticorps monoclonal, le Temelimab, qui est un anticorps qui va cibler une protéine, et je vais en parler, le RWANV, et je vais décrire ce que ça représente, parce que cette protéine a été retrouvée dans différentes maladies, mais également chez les patients avec du Covid, ayant eu du Covid et ayant eu ou ayant du Covid. Cette protéine, elle induit un état inflammatoire. Ça, on le sait, Geneuro l'a déjà étudié, on peut le lire, c'est plusieurs années qu'on voit la corrélation, le lien entre la présence de cette protéine dans le sang, l'expression de cette protéine autour des cellules, et puis un état inflammatoire. Mais ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est que les équipes ont pu identifier que cette protéine était produite davantage après l'exposition au SARS-CoV-2 et plus particulièrement à l'élément spike, S du virus. Et cet élément, en fait, il vient expliquer une histoire. Et je vais prendre quelques minutes pour vous l'expliquer, parce que potentiellement, vous pouvez être intéressé à participer à cette étude.
il y a une guerre depuis des millions d'années entre nous et puis d'autres agents. Ces autres agents, ce sont des bactéries, des virus. À l'époque, c'était des lions parfois. Aujourd'hui, on se rappelle que ce sont des virus qui peuvent être menaçants pour nous. Il y a des millions d'années, en fait, ces virus, des rétrovirus qui existaient, étaient déjà en train d'essayer de nous squatter notre patrimoine génétique. Et ce sont des rétrovirus. Donc, rien à voir avec le SARS-CoV-2, qui, lui, ne peut pas s'intégrer à notre matériel génétique. Mais ces rétrovirus peuvent et ont infecté des animaux, on va dire primitifs, il y a plusieurs millions d'années. Et nous transmettons des cellules de génération en génération. Ces rétrovirus ont eu la capacité d'intégrer le génome de ces mammifères, et puis, quelques millions de tours de montre plus tard, nous descendons avec, pour 8% de l'ADN humain, de ce matériel qui vient de rétrovirus. Donc, quelques personnes, ou la majorité des personnes, en fait, ont du matériel dans leur génome qui sont des traces, en fait, de ces rétrovirus. C'est beaucoup de matériel génétique qui est lié à ces rétrovirus, parce que c'est 8% du matériel de l'ADN. Et puis, pour vous donner un ordre de grandeur, seuls 2% de l'ADN humain est actif, ou en tout cas, on a compris l'activité pour produire des protéines. Donc, 8%, c'est beaucoup par rapport à notre matériel génétique. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rétrovirus, il y a des millions d'années, se sont permis de s'inviter dans notre patrimoine génétique individuel, et des scientifiques, depuis plusieurs années, ont découvert que des facteurs environnementaux peuvent venir réactiver ce matériel génétique. Le matériel génétique intégré dans notre génome, on a la capacité de le rendre silencieux. Il y a l'épigénétique, il y a plein d'éléments qu'on connaît, on arrive à l'inactiver. Mais des facteurs environnementaux, comme des virus, peuvent venir libérer l'expression de ce matériel rétroviral dans nos gènes, qui va lui se mettre à produire des protéines. Et vous avez ici le schéma. C'est rien à voir avec les rétrovirus, mais des virus comme l'Epstein-Barr virus, le virus entérovirus, le virus SARS-CoV-2 et le Spike S sont en capacité de venir réactiver ce matériel. Et la production de cette protéine, elle est inflammatoire, elle est même corrélée à cette tempête, ce qu'on appelle cytokinique, qu'on a bien écrit au début de la phase aiguë. Elle est corrélée à ces marqueurs d'inflammation, typiquement l'interleukine 6, qui est un puissant facteur inflammatoire. Donc, il y a des millions d'années des rétrovirus. En 2020, le SARS-CoV-2 avec sa Spike S qui peut venir réactiver ce matériel, qui produit une protéine qui est inflammatoire et surtout qui réveille d'autres marqueurs inflammatoires. Alors en fait, c'est le lien, ce que nous étudions, entre l'infection SARS-CoV-2 et aujourd'hui le post-Covid, le Covid long, avec l'ensemble des facteurs que vous pouvez découvrir, que vous ressentez peut-être malheureusement, la fatigue, trouble de la concentration, des problèmes neurologiques, des problèmes musculaires. Mais en fait, il y a toute une histoire entre ces deux, et peut-être l'élément qui nous manquait, c'était ce qui se passait entre deux. C'est le SARS-CoV-2 qui produit cette protéine, qui produit un état inflammatoire et qui amène justement aux troubles de la concentration et de la fatigue. L'équipe de Généraux a été en capacité de créer un test qui met en évidence la présence ou non de cette protéine WENV. Le ERV, c'est pour le Human Endogene Retrovirus. Le ENV, c'est pour parler de l'enveloppe de cette protéine. Et puis le W, c'est simplement parce qu'il y a 22 grandes familles de ces protéines. Et puis là, on s'intéresse à cette protéine, la famille W. Et puis en fait, on retrouve, les équipes scientifiques ont retrouvé cette protéine dans le sang de personnes avec un Covid aigu, hospitalisé, un Covid plutôt subaigu, et puis on commence à avoir des données sur la présence
présence chez certains patients avec du Covid long qui présentent cette protéine. Quand on mélange l'ensemble des groupes, c'est jusqu'à 2 personnes sur 10, voire même 3, 4 personnes sur 10 qui présentent cette protéine dans le sang. Et l'Office fédéral de la santé publique a trouvé cette piste suffisamment pertinente pour soutenir Genero et soutenir la conduite d'un essai clinique, parce qu'un essai clinique, je l'ai dit, ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de ressources, notamment économiques. L'idée de l'étude qui est en cours au HUG, et vous pouvez nous contacter ou via les informations que vous voyez en bas à gauche sur l'écran, c'est simplement d'interrompre ou d'inactiver, de neutraliser la protéine. Et en neutralisant cette protéine qui crée cette inflammation, on espère diminuer l'inflammation qui est liée à la protéine. Comment neutraliser la protéine? C'est justement en perfusant des anticorps monoclonaux. Alors, il y a beaucoup de maladies qu'on traite avec des anticorps monoclonaux. Ce sont des anticorps, mais qui sont construits, qui sont fabriqués, et puis qu'on peut injecter par voie veineuse. On traite beaucoup de maladies chroniques actuellement avec des anticorps monoclonaux. Et puis, Genero a un anticorps monoclonal qui permet de neutraliser spécifiquement la protéine W11. Et donc, l'idée, c'est via cette perfusion d'interrompre ce cycle. Et nous avons l'espoir d'améliorer l'état de santé, notamment par rapport à la fatigue et aux troubles de la concentration. La protéine W11, elle a été trouvée dans plusieurs tissus, le cerveau, le cœur, dans des caillots sanguins également, chez les patients avec Covid. Et puis, elle est également représentée dans différents tissus qu'on a retrouvés dans les patients qui sont malheureusement décédés du Covid aigu. Et ceci en nombre plus important que dans une population qui n'a pas eu de Covid ou qui n'a pas de Covid long. Je terminerai juste par vous décrire l'étude. C'est une étude qui est importante en temps aussi pour le participant. C'est 6 perfusions qui se font chacune à distance de 4 semaines. Donc, chaque mois, pendant 6 mois, il y a une perfusion de ces anticorps. Et puis, il y a des questionnaires. Et le but, c'est de voir si, comparé au groupe qui va recevoir une perfusion de placebo, si le groupe qui reçoit la perfusion d'anticorps monoclonal présente une amélioration de l'élan vital, donc une diminution de la fatigue, ou une amélioration de la capacité à effectuer des tâches, à se concentrer via des tests robustes que nous allons conduire par des examens, des tests cliniques que nous faisons avec quelques exercices. Donc, c'est une étude importante, elle est crédible, elle utilise un dessin d'étude, un design d'étude qui est le plus robuste, mais pour le participant, c'est un vrai engagement aussi pour lui. Il faut avoir 18 ans ou plus, il faut avoir été testé positif au Covid-19, c'est-à-dire soit une PCR positive, soit un test rapide positif, soit une sérologie positive qui détermine le fait que vous avez effectivement été exposé ou souffert du Covid. Il faut avoir des symptômes persistants, évidemment. Vous savez que c'est défini comme des symptômes qui sont présents pendant plus de 12 semaines. Et puis, à ce jour, on essaye d'inclure des patients qui ont été infectés récemment, mais de plus en plus, on remonte dans le temps en espérant pouvoir inclure même des patients comme vous, monsieur, qui avaient été infectés en mars 2020, parce qu'on sait que c'est durant les premières vagues qui a été généré probablement le plus de patients souffrant de Covid. Donc, on va faire le maximum pour convaincre les autorités d'inclure des personnes un peu plus loin qu'une année, un peu plus loin qu'une année et demie, et peut-être même jusqu'au début de la pandémie Covid-19. Et puis, vous signifiez votre intérêt, nous permettrons, avec votre accord, de faire une prise de sang et de voir si vous avez cette protéine W11, parce qu'il y a très peu d'utilité à vous prescrire ou à fournir ou à perfuser, cet anticorps monoclonal ou même évidemment le placebo si vous n'avez pas cette protéine, puisque c'est toute l'hypothèse scientifique qui consolide l'essai clinique. Et ça, nous le faisons avec une prise de sang, et puis nous avons rapidement le résultat, et nous pouvons vous dire si, en plus des critères de l'âge,
de l'infection Covid, du délai de l'infection, si oui ou non vous avez cette protéine, et si oui ou non vous pouvez rentrer dans l'essai clinique. Vous avez une chance sur 2 d'avoir le Temelimab. Alors de nouveau, vous pouvez nous contacter, études long Covid. Je dois faire court parce qu'on a la chance d'avoir notre collègue qui va faire un panorama des autres études. Un email nous contacter, un numéro de téléphone nous contacter. Nous sommes le centre HEG principal de cet essai clinique, mais d'autres centres vont s'ouvrir. Vous avez la liste ici, que ce soit à Berne, à Bâle, à Sion et à Coire. Et puis, ce webinaire étant enregistré, vous aurez tout loisir de retourner et vous renseigner si les centres sont ouverts pour inclusion. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Il y a beaucoup à dire sur cette magnifique étude où les gens se donnent la peine pour fournir un élément, un espoir. Mais il y a encore bien plus à dire sur toutes les études qui sont en cours. Et puis là, c'est grâce à nos collègues, notamment la professeure Salmon, qu'on aura enfin un panorama de ce qui est en train de se faire ou ce qui va se faire à l'international pour vous aider, pour nous aider à comprendre. Et soyez convaincus que toute cette énergie qui est dépensée, c'est pour répondre le plus rapidement et soulager la peine des personnes qui souffrent du Covid long. On se réjouit de trouver une thérapie, un axe thérapeutique qui puisse vous aider. Voilà, merci de votre attention et Maïsam, je te redonne la parole pour la suite. Merci, professeur Guessous, et merci d'avoir aussi déjà répondu à plusieurs des questions qui sont dans le chat, y compris le délai depuis l'infection et notre ambition de pouvoir aussi convaincre les autorités de pouvoir inclure toutes les personnes, y compris les personnes de la première vague. Sans transition et pour laisser aussi à la fin au moins 10 minutes pour les questions-réponses qui sont très, très, très riches. Je donne la parole maintenant à professeur Salmon. On a vraiment l'honneur et le plaisir de vous accueillir parmi nous. Professeur Salmon, infectiologue, professeur à l'Université de Paris et aux hôpitaux de Paris, présidente aussi de l'association Espoir et qui, depuis le début du Covid, est aux côtés des patientes et des patients qui souffrent de Covid long. À vous la parole. Merci beaucoup pour l'invitation et pour me donner l'opportunité de participer à cette réunion. Vraiment, la présentation du professeur Guessous était passionnante. J'espère qu'on aura le temps d'en discuter un petit peu. Donc, merci pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez sans écho là? C'est bien? D'accord. Bon, alors, parfait. Par contre, je ne vois pas la présentation. Voilà, très bien. Là, on arrive à voir la présentation. Oui, parfait. Donc, Dr Némé et professeur Guessous m'ont demandé de vous faire un petit overview sur les essais cliniques dans le Covid long et les approches thérapeutiques actuelles. Donc, juste, ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. C'est les nombreux signes que vous pouvez avoir qui impactent la qualité de vie. Et comme le disait Mathias au début, c'est la fatigue en premier, les troubles cognitifs, les troubles cardiothoraciques. L'OMS dit aussi que c'est très fréquent, mais aussi tout un tas d'autres symptômes ORL, émotionnels, du sommeil, myalgie, arthralgie, des troubles digestifs, des troubles cutanés, de la fièvre, oculaire, menstruelle, etc. Et c'est ça qui était très déconcertant pour les médecins au départ et qui faisait dire à certains que c'était tellement bizarre que c'était peut-être en partie psychosomatique. Effectivement, quand on a devant soi un patient comme ça avec le Covid long, la première phase, c'est de bien l'écouter et d'essayer ensuite de tout noter et de faire fonctionner son cerveau pour savoir si ça correspond à certains diagnostics et si on peut soulager ces diagnostics. Et en fait, même si on ne connaît pas encore complètement la cause du Covid long, cette première étape qui va être faite par le médecin ou par un spécialiste, elle est extrêmement importante parce qu'elle va pouvoir permettre de faire des diagnostics. Vous voyez, par exemple, au niveau neurologique, on va pouvoir voir avec des bilans neuropsychologiques si vous avez un trouble attentionnel, dysexécutif, un trouble de mémoire. Si les vertiges que vous avez, ça peut être dû éventuellement à une atteinte du cervelet. Si vous avez un syndrome dysautonomique, par exemple. Et en fonction de ça, vous donnez des traitements adaptés. Pareil au niveau cardiaque. Est-ce que les douleurs que vous présentez ou la tachycardie, c'est une tachycardie posturale, ce sont des douleurs intercostales ou est-ce qu'il y a une cause cardiaque, une péricardite, une myocardite qu'on peut soulager?
Et donc, voilà, cette étape-là, elle est extrêmement importante. Et je pense que c'est dans ces 2 ans, on a surtout appris comme ça à mettre en lien les symptômes avec éventuellement, ou non d'ailleurs, des atteintes d'organes qu'on peut soulager. Donc, le traitement actuel, c'est un traitement qui est symptomatique, mais qui repose quand même sur toute cette analyse. Donc là, je vous montre un petit peu la façon dont on raisonne en France. On pourra discuter si en Suisse, c'est pareil. Donc, la stratégie thérapeutique, elle repose sur 4 piliers. Il y a d'abord les traitements symptomatiques, mais qui sont vraiment importants. Si on a un reflux, on va traiter le reflux. Une péricardite, on traite la péricardite. Une fatigue, on peut la traiter éventuellement par différents médicaments. Je sais qu'en France, on donne pas mal de L-carnitine, mais je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, etc. Le POTS, on peut le traiter par des bêta-bloquants, du Procoral. Donc ça, déjà, ça va soulager. Pas complètement, hein, ce n'est pas un traitement qui va faire disparaître complètement les symptômes, mais qui va vraiment soulager. Deuxième pilier, c'est l'information et l'autogestion. Ces symptômes, souvent, ils sont fluctuants. Et vous avez des facteurs de fluctuation. Quelquefois, c'est les exacerbations post-effort. Pour d'autres personnes, ça va être les repas. Pour d'autres, ça va être les règles. Et donc, chaque patient doit vraiment, comme dans toutes les maladies chroniques, apprendre sa maladie, connaître les facteurs qui déclenchent, essayer de les éviter. Mais la subtilité, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter d'être actif non plus parce que sinon, on va être déconditionné. Donc, il faut poursuivre des activités. Et d'ailleurs, quelquefois même, les activités, ça fait du bien, mais de façon personnalisée. Troisième pilier, c'est la rééducation. Ça a une place centrale. Ça nous a même tous étonnés, les médecins, que cette rééducation soit si efficace. Ça doit agir, ça doit remettre le cerveau en mouvement. C'est très étonnant. Mais cette rééducation est importante. À la fois la rééducation physique adaptée, la rééducation olfactive si on a des problèmes d'olfaction, la rééducation neuropsychologique, par exemple, la rééducation respiratoire, c'est ce qui est sur la première ligne, mais souvent les gens, les patients ont des contractions des muscles principaux et on respire avec une respiration accessoire et la rééducation respiratoire marche bien. Donc, toutes ces rééducations ont leur rôle. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Quelquefois, quand on arrête, ça reprend. Donc, il faut savoir être patient. Ça va prendre du temps pour être mis en place. Et puis, enfin, quand on est de cette situation où on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir, au bout de combien de temps on va récupérer, quoi que vous disiez, Mathias, que la plupart récupèrent. Et c'est vrai, première année est souvent très difficile, et ensuite, ça va quand même souvent vers l'amélioration. Donc, les gens peuvent être anxieux, peuvent être dépressifs, et tout ça, ça nécessite un soutien vraiment particulier. Et on s'est aperçu que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont des très, très classiques comme antidépresseurs, peuvent marcher aussi, peut-être par un effet qui est plus important que leur effet seul antidépresseur. Voilà, donc nous, c'est ça qu'on essaie pour l'instant de mettre en place en France. Hein. Bon, alors, bien sûr, on voudrait avoir des traitements étiologiques, et comme on ne connaît pas encore complètement la physiopathologie du Covid, on n'a pas encore de traitement de fond, mais il y a pas mal de pistes qui sont explorées. Et pour cette présentation, j'ai regardé sur un site qui s'appelle le site clinicaltrial.gov, c'est-à-dire tous les cliniciens qui font des essais cliniques doivent inscrire leur essai sur ce site. Bien sûr, tout le monde ne le fait peut-être pas, et puis il y a des essais en préparation, mais disons quand même, c'est de regarder sur ce site, ça permet de voir ce qu'il y a comme essais cliniques actuels. Alors, ces essais cliniques, ils sont basés sur les pistes explorées par la recherche. Je ne suis pas sûre que ce soit une vision définitive, hein, cette présentation, la présentation de cette diapositive, mais c'est un peu la façon dont les chercheurs voient en ce moment les choses. Il semblerait que tout le monde ne fait pas un Covid long. Donc, il y a des facteurs génétiques, immunologiques, qui font qu'on n'arrive pas à éradiquer très rapidement le virus. Donc, peut-être qu'il reste des fragments viraux ou de la protéine spike ou encore une autre protéine, je ne sais pas, mais quelque part dans des réservoirs. Donc, les gens n'ont pas de virus qui est excrété au niveau respiratoire, mais peut-être qu'il y a des petits fragments qui, comme dans d'autres maladies d'ailleurs, hein, dans le Ebola, dans
d'autres maladies virales, on peut avoir ça qui reste. À ce moment-là, ça entraîne une stimulation chronique de l'immunité, que ce soit l'immunité innée, l'immunité qu'on fait très rapidement avec les polynucléaires, les mastocytes, ou l'immunité contre le SARS-CoV-2. Et cette stimulation chronique de l'immunité, elle va activer la coagulation, c'est la thèse de ces microcaillots peut-être, elle va activer, elle va donner une inflammation au niveau des vaisseaux et au niveau des tissus. Elle va aussi pouvoir entraîner une auto-immunité, donc des auto-anticorps, des maladies contre soi-même. À force d'être excité comme ça, les lymphocytes vont un peu s'épuiser, donc il peut y avoir une dépression immunitaire et d'autres virus qui seraient actifs. On voit quelquefois dans le Covid long des réactivations d'herpès ou de zona. Et puis, ça active des cellules qui sont des cellules un peu liées à l'allergie, qui sont les mastocytes. Et on peut avoir des manifestations comme ça de syndrome d'activation mastocytaire. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de symptômes. Quand on a plus une activation de la coagulation ou plus une endothélite, une inflammation vasculaire, l'oxygénothérapie des tissus ne se fait pas bien. Et peut-être que ça entraîne une dysfonction des mitochondries. Et c'est peut-être ça qui fait, mais ça c'est encore voilà, on en est au stade des hypothèses, qui fait qu'on a un brouillard cérébral et des manifestations comme ça de douleur brutale ou de dysautonomie. Et puis, pour tout ce qui est stimulation de l'immunité, auto-immunité, etc., on a des symptômes inflammatoires, cutanés, ORL, fièvre, vasculaire, etc., qui peuvent survenir. Donc, on en est là un peu des hypothèses, en sachant qu'il y a peut-être tout à fait autre chose. Peut-être que la protéine spike par elle-même est toxique. Peut-être qu'il y a des hypothèses aussi qui font intervenir le microbiote, etc. Donc, ça va s'enrichir, ce schéma. Mais là, pour l'instant, donc, les chercheurs essayent d'agir sur les différents niveaux pour bloquer cette cascade. Alors, ce qui fait aussi qu'on n'a pas pu faire d'essais cliniques jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas de marqueur biologique du Covid long, comme vous le savez. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais bien poser au docteur Guessou. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité d'un traitement? Donc, on a maintenant, la plupart du temps, des critères de jugement clinique. C'est-à-dire qu'on sait que votre qualité de vie n'est pas bonne, donc on va regarder si elle augmente. La fatigue, c'est votre premier symptôme, donc on va regarder si elle diminue. Il commence aussi à y avoir des échelles qui s'appellent les échelles post-Covid. Mais c'est des choses très cliniques, très approximatives. Donc, les recherches actuelles laissent entrevoir que peut-être on pourrait avoir des marqueurs biologiques de Covid long, doser des cytokines comme l'interféron ou d'autres cytokines, doser la spike, doser peut-être la protéine ERV moi, je ne sais pas, enfin, on va voir. Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est certainement avoir des marqueurs pour pouvoir voir si les traitements marchent. Et sur clinicaltrial.gov, la plupart des critères de jugement sont encore très cliniques. Alors, ce qu'on trouve comme essais cliniques, donc j'ai trouvé au moins une 60aine d'essais cliniques qui sont plus ou moins intéressants, donc je vous ai fait un résumé des principaux essais. Il y a des essais qui se mettent en place, qui vont lutter contre les conséquences de l'inflammation et contre le syndrome d'activation mastocytaire. Des essais qui vont débuter avec la famotidine, d'autres qui vont débuter ou qui sont en cours avec la colchicine. Et par exemple, aux États-Unis, ils vont lancer un très, très gros essai à 4500 patients où on va comparer différents bras, un bras famotidine, un bras colchicine. Je vous parlerai des autres bras. Il y a des essais sur les antioxydants, coenzyme Q, pentoxyphiline, des essais aussi sur pravastatine, qui agirait plus sur les vaisseaux Maraviroc, des essais, plusieurs d'ailleurs, sur la naltrexone. Le mode d'action de la naltrexone est un peu complexe, c'est un anti-opiacé, mais qui a déjà été testé dans les syndromes de fatigue chronique et qui pourrait moduler la neuroinflammation. Autre grande série d'essais, il y a des essais qui vont débuter contre l'état procoagulant, l'état prothrombotique et la mauvaise oxygénation tissulaire. Donc, il y a le gros essai au Royaume-Uni qui aura un bras anticoagulant, les patients auront un anticoagulant par la bouche. Il y a plusieurs essais sur l'oxygénothérapie hyperbare dans différents pays. Et puis, il y a des essais, on en parle pas mal, mais comme vous savez, on n'a pas encore vraiment de preuves de l'efficacité. Donc, il y a des essais qui vont débuter sur l'aphérèse et la plasmaphérése. Excusez-moi, j'ai perdu mon
ma présentation. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Merci. Alors, ensuite, il y a une série d'essais, mais là, c'est encore très, très débutant, qui vont essayer de voir si la persistance de l'ARN viral ou de particules virales qui seraient contenues dans des complexes IMA pourrait être une cible thérapeutique. Donc, j'ai vu un essai, par exemple, qui va tester l'efficacité d'un petit peptide, qui est une ribonucléase, qui va détacher l'ARN viral des anticorps. Parce que quand dans des maladies virales chroniques, par exemple l'hépatite C ou d'autres maladies, il y a des petits morceaux de virus qui se mettent avec des anticorps, ça s'appelle des complexes humains, et ça va se déposer sur les vaisseaux, dans les tissus. Donc voilà, ce peptide-là va explorer cette hypothèse de dégrader les complexes humains, et les firmes qui font des antiviraux se mettent à réfléchir très sérieusement à tester les antiviraux dans le Covid long. Donc, vous savez qu'il y a des antiviraux qu'on donne dans le Covid sévère qui ne sont pas encore des antiviraux de dernière génération. Hein. Ça ne va sûrement pas éradiquer le Covid long, mais au moins, c'est intéressant de les tester, de voir si c'est une piste possible, parce que peut-être que si l'hypothèse de la persistance virale est la bonne hypothèse, ben, ça sera une combinaison d'antiviraux qui marcherait. Et aussi, peut-être qu'il faudrait ne pas réserver ces antiviraux qu'aux formes sévères, mais les donner en début d'infection pour pouvoir prévenir ensuite le Covid long. Pareil pour les vaccins. On aimerait vraiment beaucoup avoir un vaccin qui ne soit pas un vaccin que contre les formes sévères, mais un vaccin qui lutte contre la transmission pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas de Covid. Donc voilà, là, je vais aller très vite sur les tableaux, mais si vous êtes intéressé, on pourra revenir. C'est pour vous montrer, vous pouvez regarder la première colonne, que c'est des essais anglais, US, canadiens, un peu de tous les pays. Et ça, c'est pour les traitements pharmacologiques. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'essais sur le naltrexone, cannabis, CBD. Bon, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est pour prévenir les douleurs aussi, ça, c'est important. Aférèse, plasmaférèse, j'ai trouvé sur le site Clinical Trial 2 essais, mais je pense qu'il y aura certainement plus d'essais qui vont se mettre en œuvre. Et oxygène hyperbare, j'ai trouvé au moins 3 essais qui font suite à une petite étude qui a été faite par les Israéliens sur 73 patients, qui vient d'être publiée, qui a montré un effet bénéfique de l'oxygène hyperbare sur les fonctions cognitives. Mais en fait, c'est quand même très lourd, hein, c'est beaucoup de sessions, c'est assez lourd. Donc, à voir. Donc voilà pour un peu tout ce qui est pharmacologie. À côté de ces études de pharmacologie avec des médicaments, il y a tout un tas d'essais qui se mettent en place aussi sur la rééducation et les techniques non pharmacologiques. Par exemple, on fait beaucoup de rééducation respiratoire, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il faut l'associer à de l'ostéopathie, à autre chose? Donc il y a des essais encore là-dessus. Des essais aussi sur la rééducation neuropsychologique et orthophonique. Alors, quel est l'impact? L'ergothérapie, l'activité physique adaptée, le tai chi aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des programmes qui se font soit à l'hôpital, soit à distance, soit même par une intelligence artificielle. Donc, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de patients qui sont concernés. Tout le monde ne pourra pas venir à l'hôpital. Donc, il y a des chercheurs qui se disent il faudrait avoir des outils qui soient d'accès plus facile pour mettre en œuvre ces différentes techniques de rééducation. Et puis, vous savez qu'il y a maintenant une hypothèse aussi sur le nerf vague qui serait impliqué dans pas mal de manifestations dysautonomiques, par exemple les troubles digestifs, la gastroparésie, la tachycardie, le POTS. Donc, il y a aussi des essais qui vont se mettre en place sur la stimulation du nerf vague, par des TENS notamment. Voilà, donc vous pourrez regarder, je les ai listés là. Alors là, c'est une présentation du 28 septembre, hein, mais si vous allez sur le site Clinical Trial, vous verrez que tous les jours, ça s'enrichit. À chaque fois, les cliniciens mettent leurs nouveaux essais. Vous voyez, par exemple, ici, réentraînement à domicile supervisé par télémédecine. C'est assez intéressant de voir que ça se développe beaucoup. Voilà, ça, c'est d'autres essais, ostéopathie, homéopathie, etc. Il y a les suppléments diététiques,
antioxydants. Voilà, vous voyez, même les Argentins aussi ont découvert que dans les œufs d'oursin, il y avait des antioxydants, donc ils vont faire un essai clinique. Mais c'est des essais randomisés avec un groupe placebo, donc on va pouvoir avoir la réponse à ces questions. Voilà, et puis il y a donc des essais aussi sur l'effet du traitement en phase aiguë pour réduire les risques de Covid long. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est des essais qui ont été faits en fait pour traiter les Covid sévères. Par exemple, est-ce que les anticorps monoclonaux marchent dans les Covid sévères? Et bien ensuite, on va continuer cet essai pour voir à distance si ceux qui ont été traités font moins de Covid long. Donc ça va aussi nous donner... Ce ne sera pas forcément pour vous, bien entendu, quoique si vous faites des réinfections, vous pourrez être concerné, mais ça va nous dire, voilà, comment prévenir à terme le Covid long. Voilà, donc pour laisser un peu de place à la discussion, je conclue vite pour vous dire que les traitements actuels luttent contre les symptômes et les conséquences de l'inflammation chronique, mais qu'il y a de nouvelles approches qui vont agir plus en amont. On va tester par exemple les anticoagulants et il faut certainement tester d'autres molécules au milieu de celle-là. L'approche du professeur Guessous, c'est vraiment intéressante, et les antiviraux, et essayer aussi de développer des vaccins plus immunogènes qui soient capables de limiter la transmission pour pas seulement éviter les formes graves, mais également le Covid. Merci bien. Merci beaucoup, professeur Salmon. C'est vraiment passionnant. Et je sais que c'est un grand travail aussi de pouvoir faire cette revue en fait de tous les essais en cours et toutes les pistes en cours. Donc merci, et merci de la part des participants et des participants. Vous avez répondu à plusieurs des questions. Donc je vais peut-être je vais vous lire 2 ou 3 questions et on va essayer d'y répondre ensemble. Peut-être pour professeur Salmon, y aurait-il des contre-indications pour l'oxygénothérapie hypervar? C'est vrai qu'il y a eu cette étude qui est sortie en Israël sur 73 patients qui avaient montré un très modeste bénéfice, mais un bénéfice quand même. Y a-t-il des contre-indications pour cette thérapie que vous connaissez? Ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il faut voir avec les investigateurs des essais. Oui, et peut-être un des messages vraiment très astreignant. Allez-y. Oui, vas-y, Messam. En fait, un des messages principaux aussi, c'est vraiment toutes les thérapies que vous mentionnez dans le chat, il faut vraiment passer par un essai clinique d'abord. On ne peut pas aujourd'hui recommander dans la clinique un traitement, quoi que ce soit, sans qu'on ait des évidences et une balance risque-bénéfice en passant par des essais cliniques. C'est long, on le sait, le Covid a été un accélérateur vraiment de la science comme du jamais vu, mais nous comprenons aussi que les personnes qui souffrent, et donc ça va être long et c'est long pour vous, mais il faut absolument passer par des essais cliniques d'abord. Je vais peut-être poser aussi des questions. Une question à professeur Guessous. Donc, vous parlez des anticorps monoclonaux et potentiellement d'un dérèglement du système immunitaire. Y a-t-il des examens aujourd'hui à faire pour détecter des maladies auto-immunes en lien avec le Covid long? Y a-t-il des examens effectués en lien avec maladies auto-immunes? Est-ce qu'il faut aller faire des tests, aller chercher des maladies auto-immunes aujourd'hui si on souffre de symptômes de Covid long? Disons qu'il y a plusieurs questions qui parlent d'auto-immunité. On a cette piste qui est la génération d'anticorps ou de dérégulation des anticorps. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une maladie auto-immune. Il n'y a pas un anticorps, une maladie auto-immune, ce serait vraiment de détecter un anticorps produit par l'individu qui viennent agresser un mécanisme ou un tissu. Maintenant qu'il y a une dérégulation du système immunitaire, et puis typiquement la protéine W fait une inflammation, mais aussi vient perturber la réponse immunitaire par les cellules qui créent ces anticorps, ça évidemment c'est une piste à explorer. Mais aujourd'hui, on ne peut
ne peut pas inviter des personnes à aller chercher une maladie auto-immune qui définirait le Covid. Donc, ça, c'est aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui est sorti de façon particulière dans les anticorps que nous recherchons évidemment aujourd'hui. Demain, est-ce qu'il y aura un anticorps non identifié à ce jour? Je ne peux pas l'exclure. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste, Monsieur Joannedo a parcouru dans sa présentation plusieurs thérapies qu'il avait essayées, dont l'oxygénothérapie hyperbare. J'espère que vous êtes rassurés aussi de voir qu'il y a des essais cliniques qui sont en cours. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette effectivement brillante revue des études par rapport à votre parcours. Je suis sûr que vous avez vu beaucoup des choses qui ont été listées. Peut-être que vous avez même utilisé certaines de ces approches, des antidouleurs, des antidépresseurs, des antiviraux. J'imagine que vous ne les avez pas testés à ce jour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette revue par rapport à votre propre vécu? Alors, c'est effectivement, on retrouve, comment dire, parce que je pense que chaque personne concernée a en 2022, avec Internet, on va faire ses propres recherches. Le problème sur Internet, c'est qu'on trouve, et ce n'est pas simplement sur le Covid long, mais sur tous les sujets, on trouve de très bonnes choses et de très mauvaises choses. Et toute cette information brute, avec toute, comment dire, il faut savoir se remettre à sa place. Je ne suis pas médecin, c'est votre spécialité, ce n'est pas la mienne. Et grâce aussi à ce webinaire, à cette revue ensemble qu'on a vue avec le professeur Selman, c'est de aussi appliquer, comment dire, le regard de professionnels, si vous me permettez l'expression, de pistes qui pourraient être crédibles, d'autres qui pourraient a priori l'être moins. Et puis, comme l'a dit le docteur Némé aussi, c'est rappeler qu'il faut faire preuve de patience. On ne peut pas lancer du jour au lendemain un médicament à grande échelle. Effectivement, si on est touché, on le souhaiterait. Que ce soit demain, que ce soit mis en place, on essaye. Si ça ne marche pas, on aura essayé, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais voilà, il y a des critères sanitaires, sécurité sanitaire, enfin bref, c'est des protocoles de recherche qui mettent du temps. Et pour rebondir sur l'oxygénothérapie hyperbare, donc c'est typiquement c'est ce que je venais, j'ai commencé il y a une semaine des séances. Pour le moment, il n'y a pas encore assez de recul pour savoir s'il y a un aspect bénéfique. En tout cas, il n'y a pas eu de désavantages notoires à signaler, des effets négatifs. Je mettrais juste peut-être un petit bémol. Puisque typiquement au HUG, il y a je pense, un caisson hyperbare pour procéder, mais compte tenu de la lourdeur de ce procédé, ça ne peut pas être porte ouverte à tout le monde, etc. Ce qui fait que pour nous, les individus, comment dire, les particuliers touchés, on va regarder en parallèle dans des centres paramédicaux pour voir ce qui peut nous être proposé. En apparence, et c'est là, le diable se cache dans les détails, et ça joue pour le caisson hyperbare, mais peut-être pour d'autres choses, où sous la même terminologie, en fait, potentiellement, il peut se cacher des protocoles différents. Je dis ça où, par exemple, de base, dans la thérapie que je vais suivre, c'est une barre 5 de pression atmosphérique et pendant 1h30, on respire de l'oxygène à 100%. J'avais lu l'étude israélienne, de tête, si je ne dis pas de bêtises, c'est une pression plus élevée et avec des interruptions toutes les 20 minutes ou demi-heure pour permettre au cerveau de mettre en place un mécanisme. Enfin, je n'ai plus tous les détails, mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est juste comment dire. Grâce à cette session aujourd'hui, à votre regard, ça met beaucoup de choses en perspective. Ça donne aussi beaucoup d'espoir. Ça nous donne envie d'être patient, simplement. Et je vais reprendre quelque chose, une phrase du professeur Selman, pardon. Faire des activités, ça fait du bien, simplement. C'est que de temps en temps, si on était tennisman, si on aime bien sortir avec les amis au restaurant, dans un bar, si on sent qu'aujourd'hui ça va à peu près, il faut se lâcher peut-être de temps en temps. Les jours d'après, on risque de payer le prix,
Ça risque d'être assez désagréable, certes, mais c'est des moments de vie aussi qui permettent de simplement profiter et ça fait du bien. Vous parliez, professeur, de la dépression, on rentre dans l'humeur et c'est quelque chose qu'il faut traiter aussi. Et ces moments de convivialité, etc., sont essentiels aussi. Merci beaucoup, Monsieur Joaneda, et merci pour ce partage d'expérience. Et effectivement, on voit que chaque cas est aussi un cas individuel auquel on doit pouvoir répondre et qu'il faut partager encore une fois avec votre médecin. Donc, nous avons publié un sondage avant de vous quitter. On espérait quand même savoir quels sont les traitements que vous avez essayés ou poursuivis pour le post-Covid. Vous pouvez, c'est une question à choix multiple si vous cliquez sur sondage. Et puis, nous souhaitons avoir votre avis. Une fois qu'on essaie de compléter ce sondage, il y aura 2 autres questions, à savoir qu'est-ce qui a aidé le plus et qu'est-ce qui aurait peut-être aidé le moins. Pour répondre rapidement à quelques questions qui avaient été des questions les plus choisies dans le chat, le BC007 est une molécule qui peut neutraliser des auto-anticorps. Donc, effectivement, des études devraient débuter aussi également sur le BC007. Un traitement qui va plutôt venir d'Allemagne, du côté allemand. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études en Suisse sur le BC007 et pas en France non plus. Professeur Salmon, voilà, vous me corrigez si jamais. Le protocole de Bruce Patterson, il y a beaucoup qui ont posé des questions sur ce protocole et ce médecin qui n'est plus dans l'académique, mais plutôt dans, on va dire, la clinique et puis promouvoir ses propres traitements. Encore une fois, vraiment, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais il ne faut pas utiliser des traitements qui n'ont pas encore été validés dans les essais cliniques. Donc, le protocole de Dr Patterson, de Bruce Patterson et du Maraviroc avec des statines, sur l'hypothèse qu'on a un état inflammatoire et potentiellement prothrombotique. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Il n'y a pas d'essai clinique. Il faut qu'il y ait un essai clinique. Un des essais cliniques qu'a mentionné le professeur Salmon va étudier le Maraviroc, qui est un antiviral. Donc, il faut attendre les résultats et ne pas essayer de traitement en clinique. Même chose pour la naltrexone et les autres médicaments qui ont été mentionnés. Voilà. Peut-être, je voulais voir pour les intervenantes et les intervenants, est-ce que vous aviez, vous, d'autres informations, des questions ou d'autres éléments à ajouter? Oui, je peux, mais ça me juste dire un petit mot. C'est vrai que ça peut vous paraître, à la fois, il y a beaucoup d'essais, donc on est satisfait, et à la fois, vous vous dites, mince, c'est des essais avec des choses qu'on a pu déjà avoir, qu'on a pu déjà tester. Mais on ne peut pas recommander au niveau national, au niveau des autorités sanitaires, des traitements qui n'ont pas fait l'objet d'essais thérapeutiques. Donc, si on ne fait pas ces essais, et ben ça sera toujours, vous poserez toujours les mêmes questions, mais est-ce que la naltrexone marche, la thérapie hyperbare? Donc, c'est une très, très bonne chose que ces essais soient en cours. Ça va nous permettre d'en garder certains et d'en exclure d'autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne vous donne rien, hein, parce que comme on l'a vu, le médecin va chercher à voir quels sont les diagnostics et à vous traiter. S'il y a une péricardite, on va traiter, une thyroïdite, etc. Mais c'est vrai qu'on hésite, ça nous permettra de voir si ces traitements qu'on vous donne parfois, mais sans preuve, sont efficaces. Par exemple, la famotidine, il y a beaucoup de gens qui la prennent et qui semblent en avoir des bénéfices. Mais est-ce qu'on peut maintenant la recommander pour tous? Eh bien non, on ne peut pas, parce qu'il n'y a aucun essai clinique qui a montré que la famotidine était efficace. Donc, il faut qu'on passe par cette phase d'essai clinique. C'est vrai qu'ils sont urgents. Il y en a beaucoup qui sont déjà en cours d'ailleurs et pour lesquels on va avoir des résultats cette année ou l'an prochain. Donc, ça avance très vite. Merci beaucoup, voilà, professeur Guessous. Oui, on est toutes, il y a évidemment, ce n'est pas une frustration, mais on aimerait que les choses aillent plus vite. Mais rappeler aux patients avec Covid long qu'ils ne sont pas des cobayes. Nous, médecins, connaissons les erreurs qui ont été faites dans l'histoire de la médecine, où on a fait beaucoup de mal en testant trop vite des molécules.
Je vous rappelle qu'en pleine phase aiguë, il y a eu beaucoup de polémiques sur des nouveaux traitements miracles. Et on est vraiment à risque de vous exposer, vous, à des risques, et toujours dans l'idée de soulager les maux. J'ai, moi, l'intime conviction qu'on va le plus rapidement possible, de nouveau, sans reprendre une citation de président suisse, mais avec le professionnalisme et puis la science que vous méritez. Vous faire rentrer dans des études faibles, avec des molécules qui potentiellement peuvent vous nuire, ce serait une double peine pour vous. Alors, dans l'intervalle, il y a des centaines de milliers de professionnels aussi qui prennent soin de vous. Si vous n'êtes pas convaincu de votre médecin, changez de médecin. Si lui-même n'est pas convaincu typiquement par le Covid long, jusqu'à ce qu'on arrive avec des données plus robustes. Que ce soit, j'espère, l'étude genevoise ou HUG, ou bien toute autre étude. Et je suis très confiant qu'une fois qu'on trouve, qu'on identifie un traitement qui soulage les maux, en tout cas qu'une population de patients avec Covid, les choses vont aller vite. La régulation va s'accélérer parce que tout le monde est conscient que le temps est long pour vous. Pour l'étude que nous conduisons à HUG, il y a beaucoup de questions. J'aimerais de nouveau pas être opportuniste et vous parler trop d'études, ce n'est pas le but, mais de nouveau, vous avez l'adresse email. Peut-être que Maïsam ou Wing, on peut repartager les liens ou le numéro de téléphone. Appelez-nous, envoyez-nous un email et on répondra aux questions spécifiques par rapport au traitement. J'ai vu beaucoup de questions, mais une fois de plus, je ne veux pas monopoliser par rapport à cet essai, monopoliser le temps par rapport à cet essai. Mais dès après le webinaire, il faut nous envoyer des webinaires, des emails. Peut-être pas appeler juste après le webinaire, mais peut-être dès demain matin. Voilà, merci Maïssa pour l'organisation. Merci beaucoup. Juste le mot de la fin pour Monsieur Joaneda. Ah bah non, c'était juste pour vous remercier une nouvelle fois d'organiser ce genre de webinaire et puis votre disponibilité au quotidien. On va faire preuve de patience et puis une bonne nouvelle, les choses, souhaitons-le, finiront par s'arranger. Merci à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de participer. Nous répondrons à toutes les questions et vous trouverez les réponses sur Raphaël bientôt, y compris des rappels de les essais cliniques en cours et comment nous contacter pour l'étude sur le témélimab, étude.longcovid@hcug.ch. Voilà, merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde.